tension monte entre la RDC et le Rwanda. Pour les Congolais, c'est clair. Kigali soutient la rébellion du M23 qui sévit dans l'est du pays. Le M23 qui s'est emparé ce week-end des villes de Rutshuru et Kiwanja sur l'axe qui mène à Goma, la capitale du Nord Kivu. Pour sa part, Kinshasa a décidé d'expulser l'ambassadeur rwandais au Congo. Réaction de Kigali dimanche, le Rwanda a noté avec regret la décision de la République démocratique du Congo d'expulser son ambassadeur à Kinshasa. Il est regrettable que le gouvernement de la RDC continue de faire porter au Rwanda la responsabilité de ses propres échecs de gouvernance et de sécurité, peut-on lire dans le communiqué des autorités rwandaises. Eh bien, comment expliquer cette tension dans les Grands Lacs? Quels sont les véritables soutiens du M23 et comment résoudre cette crise sécuritaire et la tension entre ces deux pays africains? À qui profitent finalement ces tensions? On parlera aussi de la RCA, République centrafricaine, avec la date du référendum qui est connue. Et c'est donc le dimanche 18 décembre 2022 qui a été retenu provisoirement par les autorités centrafricaines pour la tenue du prochain référendum constitutionnel en République centrafricaine. Pour le MCU, le mouvement Cœur Uni, parti au pouvoir, la victoire est acquise. Il ne reste qu'à élaborer un plan de communication efficace à déployer avant et après l'adoption de la nouvelle constitution qui entrera en vigueur probablement l'année prochaine. Mais quels sont les enjeux de cette consultation populaire? C'est la grande question que l'on se pose ce soir et la réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bienvenue mesdames et messieurs à cette première édition de la semaine. C'est bien le point sur l'actualité, vous êtes sur les antennes de Foyo Media Africa et vous nous suivez sur plusieurs plateformes, 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs. Sur satellite, Eutelsat et Amos et naturellement Facebook et YouTube accompagnent les internautes. Quant à Play Store, ils vous donnent la possibilité tout simplement de télécharger l'application de Foyo et tout cela nous honore. Deux sujets nous intéressent. La tension entre la RDC et le Rwanda au sujet du M23 qui petit à petit est en train de gagner du terrain dans la région du Nord Kivu. Eh bien, l'expulsion de l'ambassadeur de Kigali s'est donc faite il y a de cela quelques heures avec un ultimatum. Il avait 48 heures pour quitter le territoire congolais. Eh bien, qu'est-ce que tout cela vous inspire? On parle aussi de la RCA. On tourne la page d'Arlan pour parler du référendum dont la date provisoire est donc connue. Ce sera le 18 décembre 2022, date pour la tenue de cette consultation populaire. Nous, on interroge les enjeux. Pour en parler, Jonathan Batengeni, notre consultant permanent, est avec nous. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Bachir Mohamaladan. Bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs, ce sont des milliards. Oui. Leur disons bon retour du week-end. Pour beaucoup, ils étaient à des deuils, pour ceux qui sont en Afrique. Ils étaient au village pour les enterrements. D'autres se sont déplacés pour des problèmes familiaux et d'autres sont restés pour se reposer. Nous saluons également les techniciens qui reprennent aujourd'hui timidement le travail. Il y a un peu de lourdeur ce jour. Bonsoir à tout le personnel For You, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Le coup de gueule depuis 2 mois à l'égard des autorités despotiques, du dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara, qui a embastillé notre sœur Edith Puchéry-Ballet depuis déjà plus de 2 mois. Nous demandons sa libération inconditionnelle et sans délai. Edith Puchéry-Ballet est innocente. Edith Puchéry-Ballet est une victime de la dictature ivoirienne. Edith Puchéry-Ballet est l'icône de la liberté aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, augmentation salariale qui a eu lieu au mois de juillet, c'est grâce à son combat. Et nous lui disons courage, Edith, courage, courage, Edith.
nous sommes tous avec toi. Tous les panafricanistes, tous les peuples d'Afrique libre sont avec toi. Nous avons également un coup de gueule à l'égard des autorités du Burkina Faso. Nous leur demandons de rejoindre le combat panafricaniste incessamment, de ne pas se laisser impressionner par les pressions médiatiques, diplomatiques des pays de l'hégémonie occidentale, notamment les États-Unis. Vous savez que Madame Noland est passée par, Victoria Noland, elle est passée par le Burkina la semaine dernière, et elle a tout fait pour mettre des paroles tout à fait irresponsables ou bien des paroles tout à fait irrecevables en Afrique dans la bouche du président Ibrahim Traoré. Elle a fait la déclaration suivant laquelle il avait assuré de ce qu'il ne traiterait pas avec les Russes dans le cadre de la coopération sécuritaire. Nous l'encourageons vivement à coopérer avec la Fédération de Russie. C'est un pays qui nous a aidés à lutter contre les terroristes et nous a véritablement aidés. Les Maliens sont un bel exemple. D'ailleurs, il y a un élément qui nous garantit que coopérer avec les pays occidentaux, c'est se tirer une balle dans le pied ou bien dans la tempe. Parce que ces derniers jours, il y a des activistes des réseaux sociaux qui défendent la junte française et la junte ivoirienne, qui ont publié des images inédites de l'attaque des camps militaires de Djibo au Burkina Faso. Et quand vous regardez l'angle d'attaque, c'est une attaque, c'est des images qui ont été prises avec la complicité des terroristes. Vous voyez que c'est dans le camp terroriste qu'on filme l'attaque du camp militaire burkinabé. Nous demandons au capitaine Traoré de regarder bien ces vidéos-là et de comprendre que l'adversaire est effectivement celui qui prétend le conseiller. Le président Gbagbo l'avait dit, quand il vous conseille, il conseille aussi vos adversaires. Il est nullement question de collaborer avec ceux qui fabriquent armes, renseignent, coordonnent l'action des terroristes. Il faut travailler avec ceux qui luttent véritablement contre le terrorisme. En la matière, il y a des pays africains qui peuvent avec le Burkina Faso, le Cameroun par exemple, ou bien le Burundi, ou encore d'autres pays comme l'Algérie peuvent collaborer avec l'armée burkinabé, mais également il faut aller chercher là où on peut vous donner du matériel de guerre de bonne qualité et adapté à ce genre de lutte. La Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord sont des pays indiqués, vous pouvez coopérer avec eux. Nous brisons tous les tabous de coopération. Nous n'avons pas à recevoir d'injonction ni de Washington ni de Paris. L'Afrique est libre et l'Afrique se doit d'affirmer sa souveraineté en se sentant libre de coopérer avec le pays qui lui permet de réaliser ses objectifs. En tout cas, la liberté, la souveraineté de l'Afrique ne se négocie pas, c'est ce que disent les nouveaux dirigeants. Nous avons notre frère, Nestor Podacier, qui est sous pression actuellement de la part des larbins de la France-Afrique, qui posent des actions. Ils sont en train de poser des actions. Déjà même, ils ont posé une plainte. Nous demandons aux autorités burkinabées de tout faire pour que notre frère Nestor Podacier, non seulement soit rétabli dans son bon droit, parce que lorsqu'il appelle à la mobilisation, il le fait dans le cadre de la légitime défense. Il est dans le cadre de la légitime défense. Il y avait une menace, c'était la menace de l'intervention de la jeune française. La jeune française menaçait de s'aborder la révolution burkinabé et il fallait des brillants hommes, des vaillants combattants, des dignes résistants comme notre frère Nestor Podacier pour leur opposer la loi du nombre. Et il a dit, nous sommes nombreux, nous sommes capables nous aussi de poser des actes. Ces actes-là s'inscrivent dans la légitime défense. De Gaulle, quand il faisait tuer les nazis, n'a jamais été pris pour un criminel. À ce titre-là, Nestor Podacier n'est jamais un homme qui incite à la haine. C'est un homme qui est fier de son peuple, qui aime son peuple et qui se bat pour son peuple. D'ailleurs, il a sacrifié ses intérêts privés pour la cause populaire. Et le Burkina le lui doit bien. En tant que panafricaniste, en tant que digne patriote de son pays, il faut le protéger. Il faut que Nestor Podacier se sente en sécurité. Mais bien plus, tous les larbins, nous demandons à la justice burkinabé de faire ce travail également. Parce que
c'est un travail que tous les autres pays africains devraient engager. Tous les larbins de la France-Afrique sont des mercenaires à la solde de l'étranger. Vous ne pouvez pas être payé par la Russie et travailler contre la France. Oui. Aujourd'hui, Anne-Laure Bonnel, elle ne vit plus en France. Elle est citoyenne française pourtant. Elle ne vit plus en France, elle vit en Russie. Adrien Boquet est français, il ne vit plus en France. Il vit en Russie. Vous avez également plusieurs journalistes allemands qui ne vivent plus en Allemagne, qui vivent en Russie. Pourquoi? Parce qu'ils ne partagent pas la même vision que leur gouvernement. Parce qu'ils sont épris de justice, épris de liberté. Mais ça, c'est le sort qu'on leur réserve dans ces pays qui se veulent être les exemples de liberté d'expression et de démocratie. Nous demandons donc aux autorités burkinabées de leur adresser la réciproque, mais cette fois-ci en défendant la souveraineté du Burkina Faso. Tous les larbins de la France-Afrique, tous ceux qui contribuent à répandre des nouvelles dans les réseaux sociaux, qui sont de nature à déstabiliser l'État burkinabé, la justice burkinabé devrait émettre un mandat d'arrêt contre ces gens. Tous ceux qui promeuvent les intérêts des puissances étrangères au détriment de ceux du Burkina Faso, en encourageant la déstabilisation du Burkina Faso, devraient être inquiétés par la justice burkinabé. Ainsi, il y a beaucoup d'individus qui vivent en France qui peuvent être passibles de ces initiatives. D'autres sont en Allemagne et ce sont des activistes bien connus au Burkina Faso. Oui. Nous attendons de la justice burkinabé qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle leur adresse des convocations au tribunal. Très bien. Merci à vous, très cher Batengene, pour ce coup de gueule, mise au point, un appel au soutien, en tout cas soutien total à notre co-panéliste, Nestor Podassi, en ce moment à Ouagadougou. Eh bien, parlons de toute autre chose. Allons dans les Grands Lacs. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas fait des tours de ce côté-là, mais dans les Grands Lacs, il y a une forte tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo au sujet du M23. Que doit-on savoir, Jonathan Batengene? Je rappelle que nous retrouverons Luc Michel dans un instant. D'abord, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Rwanda, l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas calme. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas. Ce n'est pas calme et ce n'est pas dû au fait qu'il y ait d'abord les M23. Oui. Mais c'est dû au fait que depuis le mois de juillet, il y a la grogne qui est en train de monter. Plusieurs personnalités se sont levées pour demander le départ. Vous vous souvenez des fameuses manifestations, le départ des forces de la MONUSCO, qui au lieu d'être impartiales, sont des forces de protection et de facilitation des groupes rebelles et de déstabilisation de l'Est de la RDC. Les populations qui ont demandé le départ des forces de la MONUSCO l'ont fait tous les jours depuis le début du mois de juillet. Tous les jours. Ils étaient dehors, ils manifestaient. D'aucuns nous ont contactés. Nous ont envoyé des vidéos, des photos de ce qui se passe. Il y a eu une répression sanglante par les forces des Nations Unies. Il y a eu des actions vraiment inimaginables, des violations de droits de l'homme. Étrangement, Bachir, qui sont passés sous silence. Aucun média mainstream de l'Occident, aucun média de propagande du Quai d'Orsay, de Washington ou de Londres n'a daigné poser une seule seconde sur ces manifestants. C'est un peu comme si ces manifestants se battaient pour une cause perdue d'avance, ou bien se battaient pour une cause qui ne mérite pas d'être soutenue. A contrario, pendant cette période, regardez comment on nous faisait du ramdam avec la communication sur la guerre en Ukraine, sur le conflit en Ukraine. On essayait de nous rendre sympathiques, d'être compatissants avec les problèmes de l'Ukraine, oui. Alors que sur notre continent, tous les jours, je peux dire bien tous les jours, les Congolais étaient dehors pour demander le départ de la MONUSCO. Et vous avez vu, lors des réunions du Conseil, la dernière session du Conseil de sécurité, qui visait justement à étudier les différentes missions de maintien de la paix. Vous avez vu que le dossier congolais n'était pas à l'ordre du jour. Alors que les populations demandent le départ. C'était beaucoup plus axé sur la MINUSMA, la mission. Voilà, parce qu'il s'agit beaucoup plus d'aller défendre les intérêts de ces puissances-là. Voilà un deux poids deux mesures. Une sélectivité dans la communication, une sélectivité dans les situations d'urgence dans le monde et une priorisation des intérêts qui sont d'abord les intérêts de ceux qui veulent continuer à contrôler à la fois l'information
contrôler les cœurs, contrôler les esprits, mais aussi contrôler les ressources sur la planète. Et la question de l'Est de la RDC, dans le fond, c'est quoi? La RDC, c'est un territoire qui, en 1960, accède aux indépendances avec un parti qui est un parti panafricaniste qui est très puissant. Le mouvement nationaliste du Congo, le MNC, de notre grand leader, nous avons monsieur Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba assiste en 1958 et puis depuis les années 50, depuis le début des années 50, assiste à des réunions du Rassemblement démocratique africain, qui est le grand parti panafricaniste de l'époque. Effectivement. Et là, il côtoie des leaders panafricanistes comme Boumedienne, comme le leader de l'UPC, Ruben Omnyombe. Il rencontre beaucoup d'autres personnalités, les Kwame Nkrumah. Il discute avec eux et échange sur les perspectives panafricanistes. De retour dans son pays dès 1958, il est l'initiateur d'une perspective qui vise à demander que la nationalisation des cadres, mais également la nationalisation et le respect de la souveraineté nationale soient des impératifs au Congo. Et cela fait peur à la CIA. La CIA décide donc que M. Lumumba n'aura pas ce pouvoir. Il ne sera pas le président de la République. En 1961, lorsqu'ils organisent les élections présidentielles, le vainqueur, c'est Lumumba, avec le MNC, le mouvement national congolais. C'est ce mouvement qui gagne les élections. Mais alors, le représentant, le commissaire de Belgique sur le territoire du Congo, qui est également un commissaire, un ancien général de l'armée belge, et qui a servi dans les forces de renseignement en liaison, il est également officier de liaison de la CIA sur le territoire congolais, va être mandaté pour engager des négociations où on va refuser à Lumumba d'être le président de la République. Et au lieu que ce soit Lumumba, ce sera Kasavubu. Pourquoi? Parce que Kasavubu n'a pas les capacités de défendre le Congo comme le faisait déjà Lumumba. Et puis pour se prémunir toute une éventuelle prise de pouvoir par Lumumba qui signifierait une rupture brutale des relations avec ces puissances-là, ils ont, avec la Belgique, la CIA et la Belgique, ils ont travaillé à la constitution de mouvements rebelles dans l'est de la RDC. Et c'est comme ça qu'on a vu émerger un fameux, le rebelle du Katanga, Bosco Ntaganda. Monsieur... pas seulement Tanganga, à l'époque en 1960, il est assez connu, et c'est lui qui d'ailleurs va se charger de recevoir le président Lumumba, parce que pour nous, dans la restauration du Congo, les Congolais doivent savoir que le premier président légitime du Congo, c'est Patrice Emery Lumumba, ce n'est pas Kasavubu. C'est une entourloupe qui a mis Kasavubu au pouvoir. Donc, le premier président Lumumba mourra avec la contribution de ce Congolais-là, qui était le leader du Katanga. Et le Katanga était le début du grand plan de déstabilisation du Congo. À partir de là, un homme va également accéder au pouvoir. Il s'appelle Mobutu. Il était journaliste, mais il était agent de la CIA. Et dans son travail, il s'agissait pour lui de venir conquérir le pays et de le servir comme un plateau aux États-Unis. Et les États-Unis vont quand même maintenir, parce qu'ils se disent, ce pays est trop grand et trop riche pour être géré par un seul Africain. Et puis, de toutes les manières, cet Africain pourrait à un certain moment avoir des velléités nationalistes et vouloir gérer en toute autonomie. Donc, ils ont maintenu une instabilité à l'est de la RDC, et ces régions de la RDC ont commencé même à avoir une certaine autonomie, si bien que Mobutu lui-même, qui était un agent de la CIA, était obligé d'aller leur faire la guerre qui a duré de 62 à 64. Et après cette guerre,
les Occidentaux vont être attaqués par les forces nationalistes, la grande guerre du Kolwezi, les forces nationalistes qui seront appuyées par l'Angola, par également les Chinois, donc la guerre du Kolwezi 1976, qui va voir la défaite des nationalistes. Cette défaite-là sera assez cuisante parce que bien après, les Lumumbistes n'auront plus la possibilité de revenir avec la même force que dans les années 60. Et dans les années 80, c'est un agent de la CIA, Paul Kagame, qui va constituer, qui va apporter le gros des troupes qui vont constituer la rébellion congolaise qui va renverser Mobutu. Et c'est cette rébellion qui est constituée en majorité de Tutsis comme Paul Kagame, qui en 2003, en 97, va signer des clauses avec le président Kabila en lui demandant d'être intégré dans les forces armées congolaises, c'est-à-dire ces Tutsis, et en lui demandant un certain nombre d'avantages. D'ailleurs, vous savez que l'ancien chef d'état-major du Congo est actuellement un général au Rwanda. Donc, ils vont demander un certain nombre d'avantages. Lesquels avantages ne pourront être respectés par le président Kabila. Kabila décédé, son fils va prendre le pouvoir. Et en 2003, ils vont réitérer cette demande. Pendant la guerre d'ailleurs de 2003, où Kabila a dû manœuvrer pour retrouver, pour redonner au Congo une certaine autonomie, où il a dû aller travailler avec les Chinois, puis avec les Russes, pour mettre en difficulté les Jean-Pierre Bemba et tous les autres seigneurs de guerre. Au sortir de cette guerre, les combattants Tutsis qui sont sur le territoire du Congo vont réitérer leur désir d'être intégrés dans l'armée congolaise. Et en 2009, ce sera dans le mouvement du 23 mars qu'on appelle le M23. C'est ainsi que naît le M23. Et le M23, qui naît des revendications, d'un accord de 2009, va poser ses actes les plus significatifs en 2012. En 2012, ils vont prendre la ville de Bunagana, ils vont prendre la ville de Rutshuru, comme ils l'ont fait d'ailleurs il y a quelques jours encore. Et ils vont avoir des moments de faste où ils vont prendre la ville de Goma, la grande cité de l'Est. C'est à l'issue d'un accord de paix signé au Kenya. Et d'ailleurs, le Kenya, pourquoi? Parce qu'il faut que les gens le sachent, que nos téléspectateurs le sachent. Le Kenya est une plateforme de vente des minerais, des diamants notamment, venus de RDC à l'international. Il y a beaucoup de gros acheteurs de diamants qui sont au niveau du Kenya, à Nairobi précisément. Et donc le Kenya va peser dans les échanges en tant que l'une des cautions du M23. Et le M23 va revenir faire parler de lui dans les années 2017, 2019, 2021. Aujourd'hui, pourquoi le M23 fait parler de lui? C'est à cause des manifestations. D'abord, c'est à cause des manifestations contre la MONUSCO. Le M23 est en train de ressurgir pour montrer aux populations qu'elles ne peuvent pas se passer de la MONUSCO. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a eu un ultimatum mercredi dernier de la part des États-Unis qui disait aux forces, à l'armée congolaise de ne pas intervenir avec, de ne pas lancer une offensive qui irait jusque sur le territoire du Rwanda. Et comme solution que les États-Unis trouvent, ils disent que les RDC, que les FARDC arrêtent de soutenir le FDLR, qui est le Front démocratique et libération du Rwanda, et que le Rwanda arrête de soutenir le M23. Comme quoi, les États-Unis reconnaissent finalement que le M23 est une rébellion rwandaise. Très bien. On revient à vous, Jonathan Batenguene. En tout cas, on est parti de la genèse pour mieux comprendre donc, ce qui se passait. Merci infiniment pour tout cela. Allons retrouver Luc Michel qui est avec nous. Luc, bien le bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. Et nous parlons d'un pays, ou plutôt d'une région que vous connaissez très bien, la région des Grands Lacs, et ces tensions entre la RDC et le Rwanda. Comment vous l'expliquez? Bonsoir Bachir, bonsoir à Jonathan et bonsoir à téléspectateurs. Il faut maintenant qu'on appelle l'historique, il faut rappeler les actes géopolitiques de la région des Grands Lacs. Il y a une vision occidentale des Grands Lacs. Elle a été définie entre 1960 et 1962. C'est le français Fauquin, l'Amnanine de Gaulle,
le père de la France-Afrique, qui a défini cette vision géopolitique. Que dit Foccart? Il dit tout d'abord que le Congo ex-belge, le Rwanda et le Burundi, ils sont assimilés au précaré français. Donc, ils concernent aussi bien la France qui est chez elle là-bas. Mais deuxièmement, il dit que l'état pivot central de l'Afrique noire, c'est le Congo. Il dit qui contrôle le Congo contrôle l'Afrique noire, qui déstabilise le Congo déstabilise l'Afrique noire. Lorsque, à partir de Bill Clinton des années 90, les Américains décident de contrôler directement l'Afrique, les généraux américains, ils reprennent les thèses de Foccart. Ce sont des grands admirateurs des généraux français de la guerre d'Algérie et de la guerre du Cameroun. C'est encore aujourd'hui la géopolitique de Foccart, c'est-à-dire l'accent sur le Congo, pivot géopolitique qui domine, évidemment. L'Atlantic Council, qui est le think tank tout-puissant américain, qui contrôle depuis Bush, Obama, Donald Trump et maintenant Biden, la politique africaine des États-Unis, eh bien, ils sont focalisés sur le Congo. Leur président, l'ambassadeur femme, a été évidemment ambassadeur dans la région des Grands Lacs. Des gens comme Tibor Nagui, etc., ce sont des dirigeants de l'Atlantic Council. Tout va assez bien tant que la dictature de Mobutu existe. Mobutu, il s'explique par une seule chose, c'est la guerre froide. Foccart avait dit aussi que l'épicentre de la guerre noire, de la guerre froide en Afrique, c'était le Congo. On avait donc besoin de Mobutu. Mais quand l'Union soviétique s'effondre, Mobutu n'a plus de raison d'être et il est lâché comme un citron pressé par les Français, les Belges et les Américains. C'est à ce moment-là qu'intervient l'agent anglo-saxon Paul Kagame. Paul Kagame, au départ, il dirige des forces rebelles en Ouganda, il dirige les services secrets ougandais et puis il dirige les services secrets de son mouvement, le FPR. À l'occasion de la guerre civile rwandaise de 1994 et du génocide rwandais, il s'empare du pouvoir et il fait du Rwanda la porte d'entrée des anglo-saxons dans la région des Grands Lacs. Il déclenche, on l'oublie le plus souvent, les deux grandes guerres, la première guerre civile du Congo en 1996, celle qui chasse Mobutu, qui met la fin au Zaïre et qui débouche sur la RDC. Et à partir de 1998, la seconde guerre civile du Congo, ce qu'on a appelé la guerre mondiale du Congo, une guerre dans laquelle les 10 pays voisins du Congo interviennent militairement sur son sol et 10 forces politico-militaires interviennent dans la guerre civile. Tout se déroule évidemment au départ très bien pour les Américains. Ils amènent un allié, le Kagame, qui est le père de Kabila au pouvoir, mais celui-ci c'est un patriote, c'est un ancien allié de Lumumba, c'est un nationaliste congolais, il a combattu dans les maquis en 1965 avec Che Guevara et il se révolte. Évidemment, ils rompt avec les Américains, ils rompt avec les Rwandais et arrive ce qui arrive, il est assassiné dans des conditions troubles. À ce moment-là, il a un fils qui est destiné à être un général, c'est un militaire, c'est mon ami Joseph Désiré Kabila. Il ne voulait pas être président. Mais les généraux qui sont autour de son père, parce qu'ils ne veulent pas choisir l'un d'entre eux, ce qui serait la reprise de la guerre civile, ils l'imposent au pouvoir. Et petit à petit, Kabila, qui est un grand patriote, se dégage des Belges, des Français, des Américains, pour arriver à sa dernière présidence, où il fait le nouveau code minier, il chasse les multinationales, il noue des liens avec la Russie et la Chine. Et évidemment, c'est une politique qui braque les Américains, les Français et les Belges, qui choisissent deux agents à ce moment-là. Il y a tout d'abord Fayoulou, qui est l'homme de l'Atlantic Council, mais évidemment qui est choisi comme candidat unique à la présidentielle. Mais 24 heures après avoir signé
des accords à Genève dans les locaux de la multinationale des mines Glencore américano-suisse, eh bien, il est trahi par Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi se présente au pouvoir. C'est aussi un agent de l'Atlantic Council. Il est un agent triple du Quai d'Orsay, des services secrets belges et de l'Atlantic Council américain. Et malheureusement, à ce moment-là, Kabila va commettre une erreur stratégique pour empêcher Fayoulou d'accéder au pouvoir. Il va donner le pouvoir dans un accord politique à Tshisekedi qui va immédiatement trahir celui-ci. Il va briser l'unité patriotique avec Kabila. Il va purger le Sénat à coups de milliers de dollars. Il va purger le Sénat et le Parlement et les régions. Et aujourd'hui, évidemment, c'est un régime alcoolisant, corrompu, ruiné, dans lequel Tshisekedi doit faire face à tous ses anciens alliés. Et sur la question du Rwanda, il y a une rupture. Lui qui était, au début de sa présidence, l'allié de Kagame, puisque ce sont tous deux des agents américains, il doit faire face à ses anciens alliés qui, eux, veulent se débarrasser des Rwandais. Et les Américains qui sont au milieu, évidemment, comme on dit, le cul entre deux chaises, qui doivent choisir entre Kagame et Tshisekedi et qui ne se décident pas à le faire. L'analyse de Luc Michel est très pertinente et qui nous ramène finalement Jonathan Batenguene à se demander la confrontation ou plutôt la crise entre Kigali et Kinshasa, à qui finalement ça profite. Il faut noter que la RDC, l'Est de la RDC est riche en matières minières. Oui. Et que la majorité de ces ressources minières, même si vous allez trouver qu'il y a des sociétés kirghizes, des sociétés azerbaïdjanaises, chinoises, qui sont propriétaires de l'exploitation minière, derrière, vous allez trouver des fonds d'investissement états-uniens, britanniques, français. Et que ce sont que des sociétés grandes. C'est-à-dire que vous avez des interfaces qui sont utilisées pour en fait exploiter les ressources naturelles. Et quand vous regardez les conditions dans lesquelles ces ressources sont exploitées, ce n'est pas toujours dans des conditions légales. Quand vous prenez le cobalt, prenons la guerre que Luc Michel a citée, 1997-1998, la Grande Guerre. Oui. Le cobalt, le plus grand pays, l'un des plus gros exportateurs de cobalt cette année-là, c'était le Rwanda. Et il y a une femme qui est réputée être une femme d'affaires, qui avait mis des avions au service de l'armée rwandaise, en coopération avec l'armée congolaise, et qui, avec les rebelles congolais, et qui ravitaillait en armes les combattants sur le terrain avec les mêmes avions, et repartait sur Kigali avec les mêmes avions, des avions remplis de cobalt, de minerais. Vous avez également l'or. L'or ressort par l'Ouganda, avec la ville de Bunagana. Plusieurs hauts responsables des généraux rwandais, ougandais, qui ont participé à cette guerre, à cette grande guerre, ont connu un enrichissement illicite important en exploitant les ressources d'or à partir de Bunagana. Vous avez également les ressources comme le diamant, les pierres précieuses et les diamants, qui ressortent et vont leur zone de transit, c'est la Tanzanie et le Kenya, des pays qui ont également des intérêts. Et quand vous regardez les plus gros acheteurs sont toujours aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, dans le cadre de la réforme de leur marché minier interne, ont dû prendre une loi spécifique à la fin des années au début des années 2000 pour interdire ce qu'on appelle les diamants, en fait pas les diamants du sang, parce que là ça a à voir avec la RCA, mais eux ils interdisent les diamants venus de sources non autorisées. Et précisément ils faisaient référence à la déferlante des minerais en provenance de RDC sur le marché des États-Unis. Sauf que
Cette mesure elle-même est une mesurette. Elle n'arrive pas à prendre. Lors de la dernière offensive des M23, la dernière offensive début 2022, les zones de transit des minerais, c'était à Dubaï. Les grandes zones de transit, c'était à Dubaï. Des sociétés écrans permettaient aux grands investisseurs états-uniens d'acheter des minerais en provenance de RDC, ayant transité par le Kenya, encore les mêmes routes, l'Ouganda, et se retrouver aux États-Unis par des sociétés écrans. Donc, le mécanisme reste le même. C'est des zones d'approvisionnement bon marché, surtout que l'État ne peut pas taxer. On avait cru résoudre cette situation dans un accord qui avait été passé, on ne sait dans quelles conditions, entre la RDC et le Rwanda, qui avait décidé dans une ville frontalière de transformer de l'or originaire de l'Est de la RDC. Cependant, cette entreprise qui est au Rwanda semble ne pas rassurer les Rwandais, ou du moins semble ne pas les satisfaire, parce qu'ils veulent encore avoir le contrôle sur une importante partie des minerais de l'Est de la RDC. L'un des plans aussi, c'est la sécession. Oui. La sécession de l'Est de la RDC, tout court. La création d'un État spécifique qui sera à cheval, qui sera entre la RDC et le Rwanda. Il y a, dans l'hypothèse de la sécession, deux scénarios possibles. C'est qu'un seul État naisse. Et l'autre hypothèse, c'est l'accord secret qui a été passé sous la rébellion de Kabila avec les Rwandais, les Ougandais. L'accord secret voulait que, au sortir de la rébellion, l'Est de la RDC soit partagé, une partie, c'est-à-dire toute la région de Bunagana, toutes les régions environnantes, soit annexée par l'Ouganda, et que l'autre partie de l'Est soit annexée par le Rwanda. Donc, voilà les deux hypothèses de sécession sur lesquelles, de partition du Congo sur lesquelles on parle. L'une, c'est une sécession avec une construction d'un État spécifique, et l'autre, c'est un partage des ressources. Pourquoi? Parce qu'ils estiment, les grands capitaux, les oligarques états-uniens, ils estiment qu'un pays aussi vaste avec autant de ressources, ce n'est pas viable. Donc, ils veulent à tout prix procéder à un redécoupage de la RDC. Très bien. Merci Jonathan Batenguene. Luc Michel, est-ce que toutes les guerres et conflits dans la région des Grands Lacs se résument essentiellement à la quête des minéraux et donc à la préservation des intérêts des multinationales occidentales? Avant de vous répondre, je vais suivre Jonathan. Il faut expliquer qu'en 2012, Peter Pham, le dirigeant de l'Atlantic Council, super ambassadeur d'Obama puis de Trump dans la région des Grands Lacs, il a présenté dans le Washington Post, c'était un scandale diplomatique mondial, un plan de partition en 5 États du Congo. Il expliquait que le Congo était trop grand pour un seul État. Il y avait notamment un deuxième Rwanda, un deuxième État Tutsi, etc. Mais le but de Peter Pham n'était pas d'agrandir l'actuel Rwanda, ni d'agrandir l'Ouganda. C'était de créer des petits États invivables. Maintenant, retenons ce qu'a dit Focard. Que disait Focard? Qui contrôle le Congo, contrôle toute la victoire. Mais le Congo, il ne le contrôle plus depuis la chute de Mobutu. Dès lors, c'est le plan B qui déstabilise le Congo, déstabilise la victoire. Le Congo, c'est un scandale géologique. Il n'y a qu'un seul autre État au monde, c'est la Russie, qui est également un État-continent et qui a toutes les richesses, le diamant, l'or, la main-d'œuvre, l'hydrographie, le manganèse, les forêts, etc. La plus grande forêt naturelle après l'Amazonie, c'est la grande forêt qui est aux frontières du Congo et de la RDC. Eh bien, c'est un des poumons de la planète. À partir de ce moment-là, pour que les multinationales puissent piller le Congo, il faut évidemment assurer la stabilité. Depuis que Kagame est intervenu, on a les Rwandais, les Américains, les Français, les Belges et les Nations Unies. Ils ont introduit des forces de destruction du Congo. Il y a eu tout d'abord les éléments rwandais issus de la guerre civile de 1994 qui vont donner le Front de libération du Rwanda, qui au départ
et Hutus. Ce sont des gens du Hutu Power qui est aujourd'hui est contrôlé par Kigali. Et il y a le M23 qui sont des officiers Tutsis, eux aussi contrôlés par Kigali. Mais ça ne s'arrête pas là. À partir des dernières 25 années, les Nations Unies, avec la complicité des Américains et des Français, ils vont introduire des forces politico-militaires et politico-religieuses au Zaïre. La plus célèbre d'entre elles, c'est une rébellion ougandaise, la Land Resistance Army, l'armée de résistance du Seigneur, qui a des milices puissantes et qu'on a introduit en RDC, mais aussi en RCA. En 2009, ils sont rentrés avec armée bagages. La dernière force politico-militaire, ce sont les forces de la guerre civile du Sud-Soudan. Celle de Riek Machar, qui a perdu donc la guerre civile face à Salva Kiir, et qu'on a laissé rentrer avec armes bagages. Lorsque je dis armes bagages, ça veut dire des divisions mécanisées, et avec bagages, ça veut dire avec leurs familles par dizaines de milliers. À ce moment-là, au lieu d'aider le Congo à les neutraliser, par exemple, la Belgique, qui est un État en faillite, où la population a de graves problèmes socio-économiques, elle a donné plusieurs millions d'euros pour construire des camps durs aux rebelles soudanais, c'est-à-dire pour les enquister de façon définitive dans le Congo. Tant que les forces politico-militaires et politico-religieuses et les forces étrangères, rwandaises notamment, ougandaises et tanzaniennes, seront déployées sur le territoire du Congo, le Congo n'aura jamais ni la maîtrise de son sol, ni la maîtrise de ses ressources, ni ne mettra un coup d'arrêt au pillage. Le seul qui avait commencé à le faire, c'est Kabila, avec son compte minier, avec sa décision de chasser la MONUSCO, avec sa décision effective de chasser les conseillers militaires américains, français, belges. Mais Tshisekedi, dans les 6 premiers mois de sa présidence, il a mis un terme à cela. Son premier voyage a été aux États-Unis. Il a été accueilli comme le fils prodigue par l'Atlantic Council. Il a appelé les multinationales à revenir. Il a renouvelé l'accord de la MONUSCO. Et il a rappelé les conseillers militaires belges et français. Voilà donc celui qui est un super bourgeois comprador. Voilà cet agent de Paris, de Washington et des Belges qui représente exactement cette classe politique comprador, comme disait Lénine, qui a décidé, pour garder des privilèges économiques, de vendre politiquement l'Afrique aux étrangers, aux néocolons. Michel, je reviens à vous. Nous affichons les numéros pour nos téléspectateurs. Vous pouvez appeler, participer, participer à la réflexion. Nous nous interrogeons aujourd'hui sur cette crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Accusation par-ci par-là et surtout expulsion Jonathan Batengini de l'ambassadeur du Rwanda au Congo. Alors, cette expulsion, qu'est-ce qu'elle va changer aujourd'hui? C'est pas la première fois, M. Karega a déjà été appelé. Oui. Il avait été appelé au mois de juin. Oui, il avait été convoqué par le ministre des Affaires étrangères. Il subit, il y a la vindicte populaire même au niveau de Kinshasa, qui monte et qui demande son départ depuis le début de cette année. Mais il est toujours là. C'est finalement aller d'un cran au-dessus depuis samedi, avec cette sortie du porte-parole, M. Patrick Mouyaya, qui a demandé, qui a porté la voix du gouvernement congolais en lui donnant 48 heures. Il faut noter une chose, nous avons parlé de 2 villes qui ont été prises par... Il faut corriger une chose, parce que il y a quelques heures, la ville d'Iwanja a été reprise par les forces de FARDC. Okay. Et la ville de... Et il paraît que plusieurs autres villes sont actuellement en train d'être récupérées par les forces de RDC. En fait, le rappel de l'ambassade, ou bien la décision d'expulser une ambassade, c'est une mesure diplomatique de protestation dans le cadre d'une crise entre 2 pays. Quand vous voyez le communiqué des États-Unis qui disent que le Rwanda devrait arrêter de soutenir
le M23. Mais c'est de manière claire une manière de nous informer et de confirmer ce que nous déposions dans nos analyses ici comme étant des soupçons. Oui. C'est une confirmation officielle de ce que, effectivement, le M23 est une organisation au service des intérêts rwandais. Et donc, le rappel, la décision d'expulser l'ambassadeur dans un délai de 24 heures, c'est un acte de protestation qui va en cohérence avec ces faits-là. Ayant constaté que le Rwanda pose des actes d'agression par des intermédiaires sur le territoire de la RDC, le gouvernant de RDC est en droit de demander à l'ambassadeur de quitter le territoire. Ce n'est pas un acte de nature à résoudre la situation, mais c'est un acte de protestation. Ça s'inscrit dans le cadre des actes posés par un État lorsqu'une crise survient avec un autre État. Ça participe des relations internationales. C'est essentiellement ce que les règles suivant le système qui est organisé actuellement. Et la RDC, ça faisait longtemps que les autorités auraient dû se mettre au diapason de la demande populaire qui voulait que cet ambassadeur quitte Kinshasa. Maintenant que ça a été fait, c'est peut-être un moment pour le peuple congolais de se sentir satisfait déjà dans les démarches et dans l'alignement du pouvoir en place. Sauf que, comme le disait aussi Luc Michel, moi je suis d'accord, les autorités actuelles de Kinshasa ne sont pas les meilleurs interlocuteurs dans le cadre de cette crise et du moins les meilleurs responsables sur lesquels il faut compter. L'homme qui avait commencé le travail, c'est effectivement M. Kabila. Kabila avait attaqué le problème du bambou. Il s'était rapproché de partenaires qui sont aujourd'hui sollicités parce que les populations, comme ils avaient demandé le départ de M. Karega, demandent aujourd'hui incessamment et de manière tout à fait unanime, les populations de partout au Congo demandent une coopération stratégique avec la Russie pour résoudre définitivement ce problème. Aujourd'hui encore, les manifestations à Goma, les manifestants brandissaient des drapeaux russes et les photos du président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine. Merci Jonathan Batengeli. On va donner la parole à nos téléspectateurs. Abou d'Angleterre est en attente d'ailleurs depuis une douzaine de minutes. Abou, bonsoir cher ami, merci d'être là et merci de nous avoir patienté. Mon très cher frère Bachir là-dedans. Que du bonheur de vous revoir à cette première édition de la semaine. Sentez-vous saluer avec beaucoup d'amour, de chaleur, de paix et de joie. Vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue le duo qui symbolise ce qu'on appelle l'union qui fait la force entre la vieillesse et la jeunesse. Le doyen Luc Michel africain, avec déférence, et le brillantissime jeune Padikene, avec beaucoup d'amour profond. Les techniciens, je salue les techniciens et même les services de sécurité. Une fois que j'ai dit cela, Bachir, je voulais commencer mon intervention de ce soir par une parenthèse pour soutenir à la suite de Bategene, le camarade Podassé, pour dire que Podassé a fait tout ce que d'un pays normal doit faire, c'est-à-dire défendre sa patrie. Donc, il n'a rien de mal, parce que si quelque chose arrive à Podassé, c'est en Afrique maintenant, un Africain, un Français. Ça, il faut qu'il se mette dans la tête. Parce que détruit les édifices français, et puis tous les morts que la France, les militaires français causent en Afrique, par exemple en Côte d'Ivoire d'où je viens, que les Français ont tué 94 Ivoiriens devant l'hôtel Ivoire, des Ivoiriens désarmés. Jamais ils ont connu une persécution. Et encore, ces mêmes militaires français, il n'y a pas longtemps au Burkina, pendant le convoi, ils ont tué des Burkinabés. Ils n'ont pas connu de persécution. Au Niger, ils ont fait pareil. Donc, on a beaucoup de cas comme ça dans ce 21e siècle
où les militaires français en Centrafrique violent les enfants, ils font du n'importe quoi, on ne les persécute pas. Et nous disons, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus cher que la vie? Qu'on compare la vie que les militaires français arrachent aux Africains, et puis les édifices français qui ont été brûlés sur le territoire africain, et c'est le sol culturel français. Est-ce qu'à cause de ça, on doit persécuter un Africain? Nous disons à toute autorité africaine qui va persécuter le camarade Kodassé, il aura affaire à nous tous les Africains, patriotes. Parce qu'on va faire un Africain, un Français. Parce que maintenant, trop c'est trop. On ne peut pas nous persécuter pour ne rien quand eux, ils font tout ce qu'ils veulent pour préserver leurs intérêts. Nous aussi, en tant que patriotes, on doit préserver les intérêts de l'Afrique. Et le camarade Kodassé a eu raison d'en donner qu'on brûle les édifices français. Je ferme la parenthèse. Maintenant, on revient à la problématique qui nous réunit ce soir. Nous disons que ce qui se passe en RDC, le gouvernement de la RDC a parfaitement raison de chasser l'ambassadeur rwandais. Parce que ce qui se passe là-bas est quand même fantasmagorique. En plein 21e siècle, un petit territoire comme le Rwanda s'attaque à une immensité, comme on appelle ça le Congo, un pays autant riche depuis la nuit des temps qui ne fait que souffrir et se fait maltraiter par des petits voisins parce qu'ils sont soutenus par les États-Unis. Donc, vous vous rappelez un peu de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. La Russie est une immensité et la petite Ukraine s'attaque à la Russie. Imaginez-vous. Donc, c'est normal que nous disons que trop c'est trop au Congo parce que il faut que si les Rwandais ne veulent pas comprendre que leur truc, comme on appelle ça, leur seul besoin doit prendre fin, que plus jamais un voisin africain doit se permettre d'aller voler chez le voisin librement comme ça et penser que c'est normal, alors que ce voisin-là est autant plus nombreux et immense, peut écraser en un seul jour. S'ils n'ont pas compris ça, il faudra que aujourd'hui ça leur serve de leçon. Donc nous, on demande aux Congolais de s'enrôler dans l'armée et d'écraser le Rwanda une fois pour tout. Comme ça, ça va donner la leçon à tous les autres pays africains qui veulent se faire le relais des impérialistes et maltraiter d'autres Africains, d'autres pays africains, comme ce que Alassane Dramane Ouattara a fait en amenant des mercenaires au Mali. Alors que le Mali, c'est un grand pays. Le Mali est plus large que la Côte d'Ivoire et en matière de militaire, le Mali est plus solide que la Côte d'Ivoire. Mais les Français-Africains sont tellement zélés, et les relais des impérialistes sont tellement zélés, ils pensent que les impérialistes sont des dieux, donc ils sont prêts à tuer les leurs, rien que pour faire plaisir aux impérialistes. Donc il est temps que la paix change de camp. C'est-à-dire que maintenant on doit mater ces relais-là en faisant ça de façon symbolique au Rwanda. Si on a maté le Rwanda, il faut comprendre que plus jamais en Afrique, on va laisser prospérer le seul besoin de traite. Vous comprenez? Donc, je voudrais m'arrêter là pour dire que RDC a tout le soutien. Merci. Merci à vous. Un peu long, mais bon, on comprend que c'est un sujet aussi très passionnant. Alors, on va rester au téléphone. Gallo Célie nous appelle. Bonsoir, Gallo. Oui, bonsoir, monsieur Ladan. Bonsoir à vos deux invités et à tous les téléspectateurs de For You. Monsieur Ladan, ouais. Ce qui se passe au Congo est une tragédie. Qui a causé les problèmes qu'il y a au Congo? C'est l'ONU, l'ancienne Société des Nations, qui avait laissé tuer Lumumba, qui était sous sa protection. À partir de là, le seul moyen de résoudre le problème qu'il y a au Congo, c'est de faire partie l'ONU. Ça fait combien d'années que l'ONU est au Congo? Et ça a laissé combien de millions de Congolais sur les carreaux? J'appelle les Congolais à laisser cette histoire de décapage de la peau, de la danse et tout, et se mettre en rang de combat pour défendre leur pays. Expulser l'ambassadeur du Rwanda, mais alors que les ambassadeurs des États-Unis, de la France, de tous ces pillards sont sur place, ça ne règle absolument pas le problème. Pas du tout. Je suis d'accord. Si M. Tshisekedi ne veut pas mettre les Congolais à l'ordre de bataille,
pour sauver leur nation. Il veut gagner les élections. Qui continuent à danser le dombolo, comme on dit, c'est pas ça le pour moi. J'aimerais appeler ce soir, pour ce premier sujet, pour moi, jamais terminé. Pour résoudre le problème qu'il y a au Congo, il faut faire partie les soldats de MONUSCO, je ne sais pas comment on appelle ça, ou c'est le MONUSCO. Ça fait combien d'années qu'ils sont là-bas? Donc pour ce sujet, j'en ai terminé. Juste pour une ébauche par rapport au deuxième sujet, sur la RCA, je dis au président Touadéra que oui, il aurait pu, je dis le référendum c'est légitime, c'est d'ailleurs la voie la plus démocratique. Donc il n'avait pas besoin d'aller se salir dans cette opération de limoger Madame Dalan et tout ça. Ça ne sert à rien. C'est pas Madame Dalan qui prend les décisions de cette cour. Elle n'est que la présidente. Quel qu'en soit le président qu'on va mettre là-bas, quand cette cour va prendre une décision, ce sera la décision de la cour. C'est pas la décision de Madame Dalan. Donc c'est vraiment ce que je souhaitais dire par rapport à cela. Et dire au président Touadéra, ça fait depuis 2008 qu'il est aux affaires. Parce qu'il a été Premier ministre de 2008 à 2013 ou 2014, je ne me rappelle plus. Donc il ne peut pas continuer à faire comme s'il était nouveau dans l'écurie. S'il veut nous montrer qu'il est un France-Africain, qu'il continue à nous envoyer cette poudre aux yeux, à évoquer des sujets qui n'ont pas de sens et se focaliser sur la servitude à la France. S'il dit qu'il n'est pas France-Africain, alors qu'il nous le prouve très sérieusement. Voilà ce que je souhaitais dire, M. Ladan. Bonne soirée à vous. Merci à vous, Ngalo Seli. En tout cas, rassurez-vous, le président centrafricain vous a très bien suivi. Nous prenons un dernier appelant pour cette série, c'est Jean Sakponou. Depuis les États-Unis d'Amérique, il nous appelle. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Bachir. Bonsoir à vos invités, Luc Michel et puis Jonathan. Bonsoir aux techniciens. Courage à vous. Merci. Bachir, d'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci à l'intention de la région du Golfe de Guinée et aussi et surtout l'Afrique de l'Ouest. La France se prépare à une guerre contre un pays X et quand nous parlons de la guerre, la France n'a pas compris qu'il ne parlerait pas de cette guerre parce que c'est les forces villes. Elle construit sa force ville pour décimer. Abaye le faisait discrètement aujourd'hui, c'est visible. La guerre, c'est une guerre qui est au-delà du physique. Et nous allons dire à la France que quels que soient les moyens qu'elle va déployer dans la sous-région, elle sera vaincue. Et nous disons aux pays de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le Ghana, ceux qui jouent à l'hypocrisie, que les peuples de cette région se préparent pour boutir hors de la localité la France et s'inspire. Je m'arrête là pour ce moment. Concernant le Congo, le Congo, il y a beaucoup de choses à dire. Bachir, seulement 25 compagnies minières américaines officiellement reconnues qu'on a citées. Mais au-delà de cela, il y a plusieurs, il y en a des sous-sections. Voilà seulement l'Amérique. On ne parle pas des pays européens, la France qu'on sort, la Belgique qu'on sort, non, seulement de l'Amérique. Cette région de Grand Lac de la RDC, région de Grand Lac, ces pays, occidentaux ne veulent pas laisser les habitants reposer, vivre comme eux aussi vivent chez eux. Ils tuaient secrètement, mais aujourd'hui, ils font tout pour un seul individu. Quand on parle de compagnie américaine, ça n'appartient pas au pays. C'est des actions privées et qui soutiennent le gouvernement d'ici. Alors, on parle d'Amérique. C'est comme ça que nous, en tant que citoyens, nous sommes complètement confondus dans cela. Alors que ça ne sert que les intérêts privés. Et pour cela, les Africains doivent mourir. On fait croire que c'est les Américains. Vous voyez, il y a les Congolais complices, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, que les Congolais arrêtent. Qu'un seul arbre ne forme pas la forêt. Ils ont des maisons. Hein? Ceux qui sont associés, même Katumbi et autres sont associés. Ils ont des maisons ici. Ils pensent qu'en ayant des maisons en Amérique,
Leur pays sera développé. Les maisons que les gens ont construites, vous voulez à payer pour 30, c'est pas quoi là, c'est de n'importe quoi. Et c'est sur ça qu'ils comptent. Et ils vendent le pays. C'est vrai que les ressources minières sont des choses données par le divin. Et que ceux qui appartiennent à cette localité sont des gardiens. Les Africains sont des gardiens de ce qui est sous la terre, comme le fait Poutine en Russie. Nous devons défendre. Nous devons défendre ce pourquoi nous sommes gardiens. Que les gens cessent de piller, de jouer de complices. Ça n'arrange pas. Aujourd'hui, disons, papa avait trahi Mobutu, plutôt avait trahi Lumumba, et avait signé des lettres pour qu'on le tue. Son fils est là aujourd'hui. Voilà le produit que Étienne a fabriqué. Et voilà ce qu'il dit, qui dirige le Congo. Voilà ce que le Congo est aujourd'hui. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a apporté aux Congolais de respirer? Les attaques ne font que se multiplier. Alors, là, pour finir, il faudrait que la MINUSCO quitte la RDC. Les institutions de l'ONU ne sont pas là pour le bien des Africains. C'est des menteurs. Ils sont là pour nous tuer. De l'OMS jusqu'à la sécurité, ils sont là pour nous tuer. Il n'y a pas d'appel à faire avec ceux-là, c'est des menteurs. Parce que nous sommes en guerre, que l'esprit de clairvoyance éclaire ceux qui parlent au peuple, au monde, pour qu'ils décortiquent davantage, pour sensibiliser les traîtres, pour qu'ils cessent, parce qu'ils paieront aussi. Que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Merci à vous, Jean-Sac Pono. Luc Michel, je voudrais qu'on dise quand même un mot sur notre deuxième thématique. C'est vrai que toute la semaine dernière, nous en avons parlé. Finalement, la République centrafricaine, une date provisoire pour la tenue du référendum a été donc publiée. Il s'agit du dimanche 18 décembre 2022. Quels sont les enjeux de cette consultation populaire? Mais avant de vous répondre, je voudrais dire un dernier mot sur le Congo. On ne comprend pas la situation au Congo si on ne sait pas que l'année prochaine, il y a des élections présidentielles et que Tshisekedi est mal placé pour être réélu. Il a tous ces gens, tous ces anciens alliés qu'il a trahis, qui sont fâchés contre lui. Tout d'abord, il a trahi l'accord avec Kabila, mais Kabila, avec le PPRD, l'ancien parti présidentiel, et son front pour le Congo est en train de revenir. Il s'est réconcilié avec Katumbi. À côté de ça, Fayoulou, à qui Tshisekedi a volé la victoire, évidemment, c'est le principal homme qui appelle au Parlement à la guerre avec le Rwanda. Et les Américains au milieu, qui pensaient tout contrôler, puisque c'était des agents américains à Kigali, c'était des agents américains à Kinshasa qui contrôlaient. Ils se trouvent face à un paysage de ruines. Maintenant, évidemment, commence à ressurgir des scandales de corruption. À l'intérieur même de sa majorité, le cache. Tshisekedi ne contrôle plus rien. Son propre parti a une aile anti-Tshisekedi, mais évidemment qui ne veut pas de sa direction. Et son ancien associé, Vital Kamerhe, qu'il a mis en prison pendant 1 an, n'est absolument plus fiable. Voilà donc la situation. Tshisekedi, c'est un président qui règne sur un champ de ruines. Ça vous explique toutes les difficultés avec le Rwanda. Maintenant, un mot rapide sur la Centrafrique. Évidemment, la thématique des 2 mandats, c'est une thématique occidentale imposée par les États-Unis, qui n'est pas respectée en Occident même. Lorsque l'Américain était face au danger, Roosevelt a fait 3 mandats. Il s'apprêtait à en faire un 4e. Des gens comme la famille de mes homonymes Michel, père, fils et petit-fils, ils sont au pouvoir depuis 42 ans, à Bruxelles, à la tête de la Belgique et de l'Union européenne. Angela Merkel a fait 4 mandats. Voilà ce qui se passe. Dès lors, évidemment, il n'est pas question d'interrompre l'expérience Kabila, l'expérience Ouattara, parce que ça serait rétablir, relancer le pays dans la guerre civile et la division. Dès lors, le changement de constitution et le 3e mandat, c'est la solution patriotique du bon sens.
Touadéra a derrière lui les vrais partis patriotiques. Il a derrière lui la population. Il a contre lui une coalition représentée par les politiciens de la France-Afrique, les Iguélés, les Bozizé, évidemment, les Karimé Kassoua et compagnie, évidemment, ce troisième mandat est combattu par le State Department américain, par le Quai d'Orsay et par la MINUSCA. Mais c'est un échec, évidemment. Contre vent et marée, Touadéra, malgré tous les obstacles qu'on se met, il réagit. Maintenant, il faut dire un mot sur la méthode Touadéra, parce que ce que les spectateurs ont dit, je n'apprécie pas leur critique. Je pense à ce que disait mon regretté ami le maréchal Déby. Il disait, gouverner un État, ce n'est pas comme diriger une supérette. À 18 heures, on ne baisse pas le volet. On ne prend pas une feuille dans laquelle on met 2 colonnes, recettes et dépenses. Gouverner un État, c'est difficile. C'est devoir faire face à des impératifs diplomatiques et militaires. Touadéra, il a choisi la méthode douce, au moment où le Mali, lui, choisissait la méthode dure. Le Mali rompt avec l'Occident. Touadéra, lui, il a choisi de contourner les obstacles. Il a essayé de rompre avec le franc CFA en lançant le Bitcoin qui était saboté par les Américains. Il essaye maintenant, évidemment, de prendre les Occidentaux au piège avec le référendum qui est la voie de l'expression populaire et militairement allié aux paramilitaires russes, il a réussi à stabiliser et à reprendre le contrôle de son pays. Donc, il ne faut pas poser la question de savoir est-ce que Touadéra est pas africain ou ça. Ceux qui disent ça injurient un des plus grands présidents panafricains qui se trouve là. Touadéra, c'est mon ami. Je le rencontre régulièrement. Je peux vous assurer qu'il est celui que je dis. Comme l'était des Ébido, comme l'est Obiang-Nema Massongo, comme l'était Kadhafi, c'est l'un des nôtres. Luc Michel, qu'on retrouvera au courant de nos émissions en semaine. Jonathan Batengini, avec vous, on referme définitivement cette édition. Tout à fait. Le State Department travaille avec le Quai d'Orsay dans cette affaire. Ils font copain-copain. Il faut savoir que Bolingumba, qui est le petit ami de Madame Darlan, je vous en prie. Et dont l'épouse de Bolingumba vient de recevoir des financements, Bachir. Mais... Elle vient de recevoir des financements, comme Madame Darlan avait eu une promesse d'un poste juteux à l'Union européenne. Donc, Madame Bolingumba, Madame Peggy Bolingumba, va recevoir de l'argent de la France pour son ONG qui est dans un sac. C'est comme les entreprises dans le sac. Ça n'a pas de véritable siège et les actions on en cherche parce que sur le territoire de Centrafrique, on se demande bien ce que Mme Peggy Bolingumba a bien réalisé pour mériter ce financement. Et étrangement, ça intervient au moment où il devient le leader du très redoutable, entre guillemets, c'est un peu d'ironie, de très redoutable BDRC, Bloc pour la défense de... Bloc des Républicains pour la défense de la Constitution. Voilà. Il a créé cette organisation qui au maximum n'a que 70 membres. Ils n'ont jamais réussi à mobiliser même pas 200 personnes à Bangui. Et ils se prévalent être des défenseurs de la Constitution, mais en fait les prévaricateurs. Parce que Bolingumba, c'est qui? Bolingumba, c'est un gars qui a fait ses études, c'est un monsieur qui est avocat, il a fait ses études aux États-Unis. Il a été coopté là-bas par le State Department parce que Bolingumba travaille essentiellement dans le secteur minier en tant qu'avocat. Il a capitalisé plusieurs entreprises dans le secteur minier, dont vous comprenez que les mines d'or, de diamants et de pierres précieuses de RCA intéressent encore ces vrais patrons qui sont les investisseurs dans ces entreprises et qui souhaiteraient refaire main basse sur le Centrafrique. D'ailleurs, vous avez noté que les grands médias mainstream, les médias de propagande du Quai d'Orsay, n'ont de cesse de crier que Wagner est en train de piller les ressources, les mines d'or au niveau du Centrafrique. C'est dire que le seul intérêt de ces pays pour le Centrafrique, c'est les ressources naturelles. Ils se préoccupent très peu de la sécurité des Centrafricains. Ils se préoccupent très peu des conditions de vie des Centrafricains. D'ailleurs,
Les alliés de Bolingumba dans le cadre de ce combat, c'est qui? C'est Bozizé, chef de guerre recherché par la justice internationale. Vous savez qu'il a été inculpé dans des affaires de crimes de guerre au niveau au niveau de Bangui, mais par un tribunal international qui est constitué de Portugais et d'autres juges européens. Et à côté de Bozizé, il y a un autre homme, Ali Daras. Ali Daras, qui est sous le fait de sanction par le State Department lui-même. Il est jugé persona non grata aux États-Unis. Mais dans le cadre de la constitution d'une rébellion, Ali Daras est devenu fréquentable. Et un autre homme sulfureux, vous le connaissez bien, Bachir, Noureddin Adam, qui avait proclamé la sécession du Centrafrique, qui est un chef de guerre dont le mandat d'arrêt international a été délivré en août 2022. Noureddin Adam est un autre partenaire de Bolingumba. Et vous allez voir une bande d'incompétents politiques qui est encore proche de ce même Bolingumba. Vous trouverez par exemple Dologele, 10 ans sans payer les salaires en termes de record comme Premier ministre de gestion, comme record de gestion comme Premier ministre. Vous avez un homme comme Nicolas Tchangaï, et Martin Ziguele. Ces deux cas-là sont assez exceptionnels. Vous vous souvenez, élection de Patassé en 1999. Ils étaient parmi les candidats et qu'est-ce qu'ils ont reçu? Le plus petit candidat, c'est le témoignage d'un des candidats. Pour ceux qui connaissent mon compte Twitter, ils peuvent aller retrouver cette information. Il y a un témoignage à l'appui. C'est un ancien candidat qui témoigne. Le plus petit candidat avait eu 50 millions et le plus grand candidat 250 millions. Donc des corrompus, des criminels et des incompétents politiques illégitimes s'organisent pour simplement faire bloc contre un président qui a sécurisé son pays et est en train de lui proposer un avenir et est en train d'organiser. De tout cela, nous en reparlerons, très cher Batengene Jonathan. Merci à vous, merci à Luc Michel pour la contribution ce jour encore. C'était une belle émission pour le début de semaine. J'espère que nous serons à la hauteur de la demande de nos téléspectateurs durant toute cette semaine. Merci à vous tous qui avez participé à la préparation et la production de cette autre édition du Point sur l'actualité. On se retrouve demain à la même heure pour le même programme sur les mêmes antennes, Inch'Allah.